qui a également beaucoup fait parler pendant le TCT, avec des critères d'inclusion qui étaient un petit peu les mêmes, sauf que cette fois-ci c'était basé sur l'OCT et non l'IBUS, avec, vous voyez, des lésions très calcifiées, que ce soit en angiographie ou en OCT, avec notamment des critères d'arc calcaire au-delà de 270 degrés, ou, et c'est un élément important, des procédures angioplastiques complexes, avec des ballons, comme on peut le voir à droite, qui ne sont pas ouverts. Cette fois-ci, il n'y avait que 3 centres qui ont participé à l'étude, étude prospective, et une randomisation en 1 pour 1 entre le ballon à très haute pression OPN ou la lithotripsie, avec l'implantation de stent ensuite, et les critères de jugement, on va le voir juste après, étaient sur l'OCT, et on aura un suivi qui va aller jusqu'à 2 ans. Vous voyez que le critère primaire était sur l'expansion du stent, vous voyez un critère un petit peu différent de l'étude précédente, où grâce au logiciel, on a une expansion du stent qui est évaluée, et donc on va comparer dans les deux groupes quelle est l'expansion du stent en fin de procédure. Des critères secondaires qui étaient essentiellement les succès de procédure et des complications. Quand on regarde la population des deux études, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de patients qui avaient des lésions de l'IVA, beaucoup de patients qui étaient également en angor stable et un taux de patients diabétiques qui était un peu moins important que dans la première étude, entre 23 et 30% en fonction de chaque bras. Ce qui est intéressant quand on regarde également les données angiographiques, c'est que finalement vous avez des lésions assez longues, de 30 mm dans chaque groupe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait que les patients avec des nodules calcifiés sont très difficiles à traiter, et c'était un quart des patients dans cette étude qui avaient des nodules calcifiés, avec, et je pense que c'est un élément important pour la discussion, des vaisseaux de grosse taille. Vous voyez que le diamètre de référence moyen était de 3,5 mm, donc on s'attaque vraiment à des vaisseaux de grosse taille. Sur les procédures, donc des procédures plus longues avec la lithotripsie, ce qui est également à noter, c'est que finalement, alors que c'est une étude randomisée avec uniquement des ballons, on a quand même eu 15% de patients qui ont eu du rotablator dans cette étude. Et l'élément aussi à noter, c'est que vous aviez dans le groupe ballon à haute pression, dans un tiers des cas, plus d'un dispositif qui a été utilisé, souvent 2 ballons étaient utilisés. Les résultats sont intéressants puisqu'on a atteint le critère de non-infériorité entre le ballon OPN et le ballon de lithotripsie. Donc, ce qui est le cas. Et quand on regarde les analyses de sous-groupes, on peut s'intéresser justement aux nodules calcifiés et on voit qu'on n'a pas de différence significative entre les deux groupes, mais une tendance à avoir une expansion qui est supérieure avec le shockwave, alors que quand on a des lésions très longues, c'est plutôt l'OPN qui semble avoir des meilleurs résultats en termes d'expansion. Bien sûr, regardez les critères de sécurité et on voit que ce dont on a tous peur quand on fait ces techniques, c'est d'avoir des perforations, des dissections. Vous voyez que notamment en ce qui concerne les perforations, il n'y a eu aucun cas de tamponnade chez les patients avec des lésions très calcifiées alors qu'on avait plus de 100 patients dans chaque groupe et pas de complications majeures de ce côté-là. Le suivi clinique qui a été présenté montrait donc il n'y avait pas plus de décès dans un bras que dans l'autre, avec 1,4 versus 2,2% de décès. Et au terme de ces études, la question qui se pose, c'est est-ce que ça peut changer notre pratique ? Je pense que la limite des ballons à très haute pression, c'est qu'on a toujours l'appréhension de l'utiliser, en tout cas pour ma part, dans les lésions natives, avec le risque de perforation. Cette étude est plutôt favorable à cette utilisation, donc je pense que l'OPN peut rentrer dans notre stratégie thérapeutique et peut être également utilisé dans les lésions calcifiées profondes. Plusieurs éléments à retenir sur ces deux études, c'est que vous voyez que ces deux études finalement sur des lésions calcifiées ont mis l'imagerie endocoronaire en stratification du risque et en suivi des patients, puisque ce n'est pas une différence de suivi clinique, et c'est ce qui ressort également de l'étude Calypso qu'a publié Nicolas Amabile. Les données sont sécurisantes, mais on a des données à très court terme, mais on voit que quand on a des lésions natives de gros calibre, j'insiste là-dessus, puisqu'on avait des diamètres médians qui étaient assez importants, donc c'est vraiment des lésions de gros calibre, on a peu de complications.
Il est important également d'associer les outils. Vous voyez que même dans une étude randomisée avec une stratégie avec uniquement des ballons, on a 15% d'utilisation d'atherectomie. Donc je pense que c'est vraiment l'utilisation de plusieurs outils qui peut être intéressante, avec toujours la limite du prix des procédures qui peut être vraiment une limite importante à l'heure actuelle. Et pour terminer, je pense que ces lésions calcifiées, ce qui fait souvent revenir les gens, c'est la resténose ou la thrombose. Et on a vraiment besoin d'études et de data à plus long terme pour être rassuré là-dessus. On sait que notamment avec le nodule calcaire, on a éventuellement des sous-expansions qui peuvent être acquises. Donc il va falloir avoir des données à plus long terme et on attend avec impatience les publications. Je vous remercie.